L'ensemble de la classe politique française entretient le mythe de l'autre Europe, mais chaque année qui passe décrédibilise davantage la classe politique, creusant un gouffre qui ne fait que s'élargir. Il y a un joli proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Parce que pendant qu'on rêve d'autre Europe depuis 30 ans, les autres pays avancent. Savez-vous, à la troisième impasse, c'est ce que j'appelle l'impasse anthropique. Tendez l'oreille, parce que ça n'est pas un adjectif fréquent. C'est une idée, une analyse novatrice que je vous propose. Les européistes nous assurent que la construction européenne correspond à une loi de l'histoire, un phénomène irrésistible et inéluctable qui serait l'apparition d'un monde multipolaire. Jacques Chirac, il y a 8 ans, par exemple, présentant ses vœux au corps diplomatique au Palais de l'Élysée le 4 janvier 2001, disait « La France poursuit, avec constance et en prenant des initiatives, son action pour l'émergence d'un monde multipolaire. » Un monde multipolaire, ça veut dire un monde où il y aurait des continents qui se regrouperaient. Il y aurait l'Europe, il y aurait l'Amérique latine, il y aurait l'Afrique, il y aurait l'Asie. C'est une vision qui est partagée à gauche, puisque il y a, non pas 17 ans, mais il y a 8 ans, Lionel Jospin, Premier ministre, se rendant au Brésil, dans un discours au symposium organisé par le Centre Candido Mendes et le Centre brésilien de relations internationales, à travers l'Union européenne, la France contribue à construire l'unité de son continent. De son côté, le Brésil développe avec ses partenaires du Mercosur une intégration favorisant le développement économique et la coopération. Ainsi, nous nous attachons à construire un monde multipolaire. Voilà l'idée des européistes. Ils vous expliquent qu'ils ont découvert une loi de l'histoire, c'est le regroupement des continents en super-entités étatiques. Alors il y a un problème que je vous invite à considérer. Les physiciens ont découvert une loi fondamentale de l'univers. Depuis la création, depuis le Big Bang originel, l'univers évolue constamment vers une plus grande complexité et un plus grand désordre. Cette loi universelle est appelée la loi de l'entropie universelle. Il existe par exemple 2 types de bombes atomiques. La première, c'est la bombe à fission nucléaire, dite la bombe A. C'est celle qui a été envoyée sur Hiroshima et Nagasaki. Comment ça marche? Eh bien, on prend un noyau d'uranium-235 extrêmement lourd, avec de très nombreuses particules à l'intérieur, très instable, et on envoie dessus un neutron. Ça produit instantanément une réaction en chaîne extraordinairement facile. La fission atomique est une réaction terriblement facile et spontanée parce qu'elle est conforme à l'entropie universelle. Un élément, un uranium-235 ne demande qu'une chose, c'est à se diviser. Maintenant, la bombe à fusion. La bombe à fusion, elle consiste à prendre un atome d'hydrogène H2 et un autre hydrogène H3 et d'essayer de les fusionner. Eh bien, on s'y est cassé la tête pendant des années parce que c'est impossible. La fusion atomique est une réaction impossible dans des conditions normales, car c'est contraire à l'entropie universelle. Pour y parvenir, on fait quoi? Eh bien, on emploie ça, mais auparavant, on utilise comme détonateur une bombe atomique de type A. Et c'est la bombe atomique de type A qui déclenche la réaction de fusion. La fusion nucléaire est contraire à la loi de l'entropie universelle. Pour y parvenir quand même, il faut dégager une énergie phénoménale pour atteindre une température de 100 millions de degrés dans le noyau. Seule une explosion atomique par fission préalable peut l'atteindre. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que la loi de l'entropie universelle s'applique à tout, à la croissance des végétaux, à la division cellulaire des êtres vivants. On retrouve mon cerveau de tout à l'heure. Tout obéit à cette loi de la division, de la complexification croissante, y compris les organisations humaines. Ici, je prends l'exemple de l'Église. On a les évangiles, la parole du Christ, l'Église des premiers temps, et puis ça se scinde, l'Église catholique d'un côté, orthodoxe, l'Église de Perse, l'Église syriaque, l'Église apostolique, l'Église érythréenne, le
luthéranisme, l'Église gallicane, etc., etc., on a, et c'est pas vrai que de l'Église, c'est vrai de toutes les religions, de tous les partis politiques, de toutes les organisations humaines. Cette loi se vérifie également dans la constitution des États membres des Nations Unies. Ça, c'est l'évolution du nombre d'États à la surface de la Terre depuis 1945. Et en rouge, c'est l'accroissement tendanciel, la droite de régression linéaire, pour parler en termes mathématiques, du nombre d'États au cours des 60 dernières années. Comme vous pouvez le voir, en 1950, il y avait 59 États à l'ONU. En 2008, il y en a 194. Cela signifie que depuis l'année de la déclaration Schuman, 1950, celle qui propose l'unification du continent européen, en réalité, le nombre d'États indépendants et souverains dans le monde a été multiplié par 3,3. En d'autres termes, leur loi, la loi qu'ils évoquent d'un monde multipolaire, n'existe que dans leur imagination. La vraie leçon de l'histoire, ce n'est pas du tout que les États fusionnent dans des entités supranationales, c'est exactement le contraire. Il y a de plus en plus d'États indépendants, c'est d'ailleurs conforme à la loi de l'entropie universelle. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur un élément important, parce que beaucoup de gens disent « Ah ben, les États-Unis, on va faire comme les États-Unis d'Amérique ». Mais c'est quoi l'histoire des États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, ce sont des pèlerins qui sont arrivés en 1620, les pèlerins du Mayflower. Et ils ont signé une déclaration. Une déclaration qu'ils ont signée le 11 novembre 1620, à leur arrivée, et qui disait « Ayant entrepris pour la gloire de Dieu l'extension de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi et de notre patrie, un voyage pour établir la première colonie dans la partie septentrionale de la Virginie, nous décidons par la présente, solennellement et de concert devant Dieu et en présence de tous, de nous engager et de nous constituer par nous-mêmes et ensemble en un corps politique civil, en vue d'une meilleure organisation des protections. » C'est-à-dire que dès le début, il y avait un État et un seul. Et les États-Unis, c'est quoi? Eh bien, il leur est arrivé la même chose qu'à l'Église dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des pèlerins du Mayflower qui se sont répandus. Et ils ont créé des États, le Delaware, le Pennsylvanie, le Maryland, le Connecticut, le New Jersey, le Massachusetts. Et puis petit à petit, gagnant du terrain en Amérique du Nord, ils ont fait autant d'États qu'ils sont... Parce qu'ils n'allaient pas avoir un État qui faisait... Ils étaient bien obligés d'avoir des espèces de départements. En d'autres termes, la formation des États-Unis d'Amérique, elle s'est faite par fission, à partir d'un noyau central, d'un corps politique unique, avec la même langue, la même histoire, les mêmes institutions politiques depuis l'origine, avec les 13 colonies, et qui ensuite a proliféré. Ils n'ont donc jamais fusionné des États préexistants. Au passage, même ce phénomène a nécessité la force, puisque la loi de l'entropie est telle qu'il y a eu même une tentation de se séparer avec la guerre de sécession. Je rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique se sont constitués à partir d'immigrants et non à partir de nations préexistantes, sur la base d'une seule langue nationale, d'une même histoire, de mêmes institutions, et par une utilisation constante de la force. Conquête de l'Ouest contre les Indiens, guerre de sécession. D'une façon comparable, les unifications allemandes ou italiennes au XIXe siècle se sont réalisées parce qu'il y avait un peuple préexistant qui avait la même langue. Et parce que ce peuple avait non seulement la même langue, mais il avait la même histoire, le même sentiment de solidarité. Et aussi parce que la force a été utilisée. Il a fallu la bataille de Sadova, où la Prusse a vaincu l'Empire de Habsbourg, d'Autriche-Hongrie, pour avoir progressivement la constitution de l'Empire wilhelminien. La base de l'unification allemande. Il a fallu les troupes de Garibaldi et de Risorgimento pour aboutir à l'unification italienne. Mais avec la construction européenne, d'abord, il n'y a pas de peuple européen préexistant.